Bon, merci beaucoup. Je suis très fier d'ouvrir ce colloque pour même Gabriel, qui est un jeune homme, part à la retraite. C'est pas possible. Voilà. Bon, alors, le club de retraités s'enrichit de ta présence, Gabriel. Bienvenue au club. Donc, je vais vous parler justement de l'histoire de cette découverte fondamentale. Je dois faire quelque chose ici. Bon. Ah ben, écoute, donc je fais ça. Donc, sous-titre www. Mais ce n'est pas ça que vous pensez. Ça veut dire where, what and why. Donc, c'est de ça que je veux parler. Alors, le premier, c'est le plus facile, c'est là. D'accord? Donc, ça, c'est une vie aérienne de Genève. Le lac, les montagnes. Si vous passez par avion, vous voyez tout ça. Vous ne voyez pas ce cercle. Parce qu'il est souterrain, c'est à 100 mètres sous terre. D'accord? Donc c'est là où tout ça s'est passé. Et ça, c'était le grand jour. Vous reconnaissez certains de ces personnages qui sont ici, n'est-ce pas? Donc, je vais vous parler de ça. Donc, c'était une nouvelle particule. Et la première question, c'est « et alors? On en a tellement. Pourquoi on fait tout un plat pour cela. » Eh bien, je veux vous... Ce n'est pas seulement une nouvelle particule. D'abord, c'est une pièce centrale dans notre compréhension de la structure de la matière, comme je vais essayer de vous montrer. Et aussi, c'est quelque chose qui a une longue histoire. Son existence fut prévue il y a presque 40 ans. Elle serait à l'origine de la création de masse dans l'univers. Donc, je veux essayer de vous parler de tout ça. Donc, table de matière, un problème de masse, un peu d'histoire, les étapes suivantes, et à la fin, je vais adresser la question, est-ce qu'on comprend vraiment la physique qui est sous-jacente ou est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre? Un problème de masse. En d'autres termes, pourquoi nous ne sommes pas faits d'esprit pur? Même un théoricien, qui est l'approximation la plus fidèle de cet état, comme vous voyez bien, a bien une masse, et parfois même trop. Donc, voilà pourquoi il y a une masse, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà. La solution naturelle serait d'avoir des particules de masse nulle partout. N'est-ce pas? Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on s'attendrait à ce que toutes les particules soient de masse nulle. Et ceci est vrai aussi bien pour les constituants de la matière, qui sont les fermions, de spin égal à 1,5, que pour les médiateurs de force, qui sont les bosons de jauge. Je vais essayer de vous montrer ça très rapidement. Alors, les fermions. Pour les fermions, il y a une propriété qu'on appelle la chiralité, qui est la projection du spin. Bon, il arrive, on ne sait pas pourquoi, que toute la matière est formée de fermions de spin 1,5. Le fait qu'il faut avoir des fermions, c'est oui, on le comprend, parce que sans fermions, on n'aurait pas la matière comme on la connaît. Pourquoi 1,5 plutôt que, je ne sais pas, 3,5? Bon, il arrive que c'est 1,5. D'accord, c'est le plus simple, et la nature a choisi cette solution. Donc, c'est des spins 1,5. Alors, si vous prenez un fermion qui a une vitesse v, et comme vous savez, la projection du spin sur un axe peut prendre deux valeurs, plus 1,5 ou moins 1,5.
Donc, vous avez donc des fermions qui ont la projection plus 1,5 et les fermions qui ont la projection moins 1,5. Si vous avez une particule massive, vous commencez par cet état-là. Ben, vous pouvez toujours prendre le repère dans lequel cette particule est au repos, et après, vous pouvez lui changer la vitesse, la mettre de l'autre côté. Mais dans cette histoire, le spin reste le même, donc vous passez d'une chiralité positive à une chiralité négative. Donc, pour une particule de masse non nulle, vous devrez avoir les deux chiralités. Or, fait expérimental aussi, résultat de l'observation, dans les interactions faibles qu'on va voir maintenant, il n'y a qu'une seule chiralité qui contribue, pas les autres. L'autre n'est pas là. Donc, si vous n'avez qu'une seule chiralité, vous ne pouvez pas construire une masse. Donc, la solution naturelle pour les fermions serait d'avoir des masses nulles. C'est pareil avec les bosons de jauge. Avec les bosons de jauge, c'est comme les photons, sont les médiateurs de force. N'est-ce pas? Les forces sont produites par l'échange de ces bosons. Alors, je veux vous convaincre que pour des raisons purement géométriques, les bosons de jauge doivent aussi avoir une masse égale à 0. Et là, je vais faire un peu de géométrie, mais de géométrie très simplifiée. C'est la géométrie, la vraie, c'est la géométrie différentielle, c'est que les mathématiciens étudient depuis longtemps. Et il y a une version simplifiée qui est la géométrie du pauvre. Eh bien, la géométrie du pauvre, c'est d'imaginer un espace discret, un réseau. Alors, le réseau, c'est la géométrie différentielle du pauvre. Je veux faire ça. Donc, supposons qu'on met tout le monde sur un réseau. Un réseau, ça veut dire que je remplace la variable x, qui est la position dans l'espace, n'est-ce pas, par un indice i qui prend des valeurs discrètes, 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas, le site du réseau. Alors, le champ, une fonction psi de x, le champ devient tout simplement psi avec un indice i. La dérivée devient la différence entre les valeurs du champ à deux points voisins. Donc, si je prends une transformation de phase, par exemple, si je prends ce psi complexe, je lui fais subir une transformation de phase, psi i se transforme avec une phase, mais si la phase θ devient si c'est une constante, ça aussi, ça c'est invariant, ça c'est invariant, mais si la phase devient une fonction de x, donc sur le réseau dépend de i, vous voyez que ce terme ici, la dérivée, aura i de ce côté-là et i place 1 de l'autre côté. Donc ce terme-là n'est pas invariant. Si je veux restaurer l'invariance, je dois introduire un autre champ qui peut me connecter le point i et i plus 1. Donc vous voyez que pour une fois, les mathématiciens ont raison. Les mathématiciens n'appellent pas cet objet un champ, ils l'appellent connexion. Et c'est vrai, ce champ fait ce travail-là, connecte un point avec le voisin. D'accord? Voilà la géométrie. Vous la voyez très bien sur cet exemple simple. Alors, si vous prenez la limite de l'espace continu, vous récupérez le champ de jauge qu'on appelle A. Alors, vous voyez, le champ de matière, le psi, habite le site du réseau, se trouve sur le site. Tandis que le champ de jauge, le potentiel de jauge, se trouve sur les liens orientés. Ce n'est pas sur le site, c'est des liens d'un site à son voisin, avec une orientation. Sur le réseau, l'invariance de jauge établit
un ordre de longue portée. Parce que si vous prenez un champ ici, le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, vous pouvez faire un chemin sur le réseau. Et donc, vous avez un ordre qui va de ce point-là à un autre qui est arbitrairement loin. Donc, vous avez un ordre de longue portée. Et on sait qu'en physique des particules, si vous avez un ordre de longue portée, vous avez une masse égale. La particule qui est responsable de l'établissement de cet ordre doit avoir une masse nulle, parce que c'est comme ça que la portée devient aussi grande qu'on veut. Donc voilà un argument très simple qui vous dit que tout le monde doit avoir finalement aussi bien les fermions que les bosons de jauge doivent avoir une masse égale à 0. Donc la solution naturelle serait d'avoir une masse égale à 0. Alors, un peu d'histoire maintenant. Comment cette idée s'est développée dans le temps? Alors, il y a plusieurs composantes de cette histoire. Et je vais essayer de vous les montrer l'une après l'autre. Je ne suis pas un historien de sciences, donc beaucoup de ces choses que je vais vous dire sont assez approximatives. Et un vrai historien doit vraiment étudier ça. Et je n'ai pas l'impression que cette histoire a été écrite par un vrai historien. S'il y en a ici, je pense que c'est une bonne idée. Alors, premier concept, c'est ce qu'on appelle la brisure spontanée d'une symétrie, qui est un terme un peu trompeur. Il n'y a pas de brisure vraiment. Mais enfin, on l'appelle comme ça, c'est un terme qui est resté dans la littérature, donc on l'utilise. L'exemple, je suppose que le concept remonte au 19e siècle, aux mécaniciens du 19e siècle. Mais si vous me demandez exactement qui l'a inventé, je ne sais pas. Je ne sais pas qui était le premier qui a inventé ce concept. Mais le concept lui-même est très simple. Et c'est donné par cette image. Prenez un bâton cylindrique, n'est-ce pas? Vous le mettez comme ça, perpendiculaire comme ça, et vous appuyez dessus, n'est-ce pas? Selon l'axe. Donc le problème est invariant par rotation autour de l'axe de Z, disons. D'accord? Or, tout le monde sait que si j'appuie suffisamment fort, le bâton va se plier. C'est le problème du flambage, ou quelque chose comme ça s'appelle. D'accord? Donc, si vous appuyez suffisamment, vous allez faire plier le bâton à une direction dont vous brisez la symétrie initiale. Ce qui est bien avec cet exemple, c'est que vous pouvez l'étudier totalement. Vous connaissez les équations d'élasticité que j'écris ici. Grand X et grand Y sont les... j'appelle Z, ça c'est l'origine de coordonnées, et Z c'est la distance, donc la hauteur du point, et grand X et grand Y comme fonction de Z, c'est les déviations selon l'axe des X et des Y de la position symétrique de l'axe du bâton. Alors, vous voyez bien que les solutions sont totalement invariantes par rotation autour de l'axe de Z, et la solution symétrique, c'est X égale Y égale à 0, elle est bien là. Donc, vous avez toujours une solution symétrique où le bâton reste droit. Or, vous savez que, et ça, je vous dis, ça remonte vraiment à la nuit des temps, c'est vraiment très vieux, les gens l'avaient compris au 19e siècle, les mécaniciens, que si vous avez une force qui, dans cet exemple-là, il y a un point critique. Si vous appuyez très peu, le bâton reste droit. Mais si vous appuyez un peu plus, il y a un point critique qui est égal à ça, c'est E, c'est le module de Young, ça caractérise le matériel, le bâton là-bas, de quoi il est fait, s'il est flexible ou non. Et I, c'est le moment d'inertie. Donc, c'est des quantités que vous connaissez bien. Donc, si vous avez une force qui est supérieure à ce point critique, eh bien, vous avez des solutions qui sont sinusoïdales, donc qui ne sont pas la solution symétrique. Et si vous calculez l'énergie
élastique, vous trouvez que ces solutions-là correspondent à une énergie qui est plus basse que celle de la solution symétrique. Donc voilà le phénomène de brisure spontanée de symétrie. Alors vous pouvez demander, mais qu'est-ce qui se passait? Où est la symétrie? Les équations sont toujours symétriques. Qu'est-ce qui s'est passé avec la symétrie? Eh bien, elle est toujours là. Parce que vous ne pouvez pas prédire d'avance de quel côté le bâton va se plier. Toutes les directions sont équiprobables, parce qu'ils correspondent exactement à la même énergie. N'est-ce pas? Donc vous avez une infinité de solutions avec exactement la même énergie, et le bâton va choisir une de ces solutions. Voilà. Alors, pensez aussi à un exemple de la mécanique quantique. Ça, c'est Heisenberg. C'est le modèle de ferromagnétisme de Heisenberg. Vous avez une raison de spin. Alors, ça c'est faute de... J'ai oublié le backslash. C'est faute de LaTeX, pardon. Bon, alors, c'est le produit scalaire de vecteurs SI plus 1. Et vous voyez bien que si vous avez, comme je l'ai écrit ici avec J positif, si vous avez cette interaction-là, l'interaction, comme ce produit scalaire de deux vecteurs, est invariante par rotation, partout dans l'espace. Mais vous voyez bien que si vous avez l'interaction favorise l'ordre, parce que vous avez tendance, si vous avez un spin comme ça, le suivant a tendance d'être ici et l'autre aussi, etc. Donc l'interaction favorise l'ordre. L'agitation thermique favorise le désordre. Donc c'est normal qu'il y a une température critique. Si vous êtes à une température plus basse que la température critique, c'est l'ordre qui gagne. Et si vous avez l'ordre qui gagne, ça veut dire que vous avez des corrélations à longue portée. Et de nouveau, corrélation de longue portée, ça veut dire particules de masse nulle. D'accord? Donc ça, on appelle ça le théorème de Goldstone, on va le voir dans un instant. Donc pour la physique quantique, si vous avez des corrélations de longue portée, ça veut dire des excitations de masse nulle, et c'est ça le particule de Goldstone. Donc, maintenant, faites le même exercice, mais en présence, vous mettez les deux phénomènes ensemble. Un ordre de longue portée qui est produit par une invariance de jauge, locale, comme on avait dit, et un ordre de longue portée qui est produit par la brisure spontanée de la symétrie. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, ça, c'est un problème qui, du point de vue historique, est très intéressant. Et là, comme on approche disons, des temps historiques, en ce qui me concerne, ça veut dire ça. Là, je regardais l'histoire. Donc, je pense que l'histoire que je vais vous raconter à partir de ce point-là, c'est correct. Alors, en fait, il y a eu deux histoires parallèles. La première concernait la théorie de la supraconductivité, que je vais essayer de présenter très rapidement. La deuxième, c'était la théorie de Yang-Mills en physique des particules élémentaires. Les deux histoires sont développées indépendamment et souvent dans une incompréhension mutuelle totale. Personne ne... Bon, ça, c'est pas étonnant. Les gens de physique des particules ne lisaient pas les papiers de gens qui faisaient la mécastate et vice-versa. Donc, c'était vraiment développé de façon indépendante. Donc, je commence par la supraconductivité. Le premier papier fondamental, c'était Landau et Ginzburg, qui remonte à 1950. Et Landau... Quel était le phénomène que les gens voyaient? Vous voyez que si vous avez un métal supraconducteur, le champ magnétique ne pénétrait pas à l'intérieur. C'est l'effet Meissner. Et Landau et Ginzburg ont donné un modèle pour comprendre ça. Et le modèle contenait une espèce de champ scalaire psi, et ils écrivaient l'équation de Maxwell
pour le champ électromagnétique, et il voyait que cette équation-là contenait un terme qu'on devrait interpréter comme un terme de masse pour le photon. Et ils avaient même, avec cette équation-là, ils voyaient bien que la longueur de pénétration, la corrélation de Hall, il y avait une longueur caractéristique, lambda, donc qui empêchait, ça vous donnait la longueur de pénétration dans le machin. Et plus lambda était grand, évidemment, moins profondément le champ pénétrait. Donc, en fait, tous les phénomènes qu'on veut décrire étaient déjà dans le papier de Landau-Ginzburg, même si le langage était totalement différent. Ça veut dire, si vous essayez de lire le papier, vous ne trouverez pas les mots qu'on utilise aujourd'hui. D'accord? Mais le phénomène était là. Ce qui est bizarre, parce que si vous commencez à faire l'histoire, le plus important, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'article, c'est les références. Qui cite qui? D'accord? Bon, alors, personne dans la liste qui suit ne cite ce papier. Même si je pense que c'était quand même eux qui ont donné et je vais revenir à la fin sur ce point. Alors, donc ça, c'est le premier. Bon, plus tard, en 1957, on avait la théorie de la supraconductivité, qui est le Bardeen-Cooper-chiffre. Le premier papier, c'était Cooper, avec les paires de Cooper. Donc là, il y avait une physique, si vous voulez, qui disait qu'est-ce que c'est que ce psi qui était introduit par Landau-Ginzburg de façon phénoménologique. Donc, Bardeen, Cooper et Schrieffer nous montrent que ça, c'était essentiellement des paires d'électrons. Ils montraient comment ces paires d'électrons étaient générées, même à travers les interactions avec les réseaux, etc. Donc, ça, c'était le papier fondamental qui décrit vraiment la théorie de la supraconductivité. Alors, juste une année après, Philip Anderson a publié un article, donc ça c'était en 1958, le titre c'était Random Phase Approximation in the Theory of Supraconductivity, et il montre deux choses. Il montrait que dans la théorie BCS, il y a ce qu'on appelle un mass gap, ça veut dire que si vous regardez le spectre de masse, ne descend pas de façon continue jusqu'à zéro. Il y a une masse minimum, donc les particules, les excitations sont toutes massives, il n'y a pas d'excitation de masse nulle, c'est ça que ça veut dire. Et l'autre chose, il démontre que les ondes électromagnétiques, qui sont les ondes de plasma dans les superconducteurs, il y a parmi les... Vous savez que les ondes électromagnétiques dans le vide, normalement, sont toujours transverses. Ils ont une polarisation transverse. Or, il démontre là que dans le plasmon, là, contiennent des polarisations longitudinales, qui sont justement les signes d'une particule massive dans notre langage. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de voir justement le langage qui est utilisé. Dans l'abstract, vous lisez the theory, blabla, il y a tout, is gauge invariant to an adequate degree throughout. Ils comprennent pas, bizarre comme phrase aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, gauge invariant to an adequate degree. Bon, parce qu'il n'était pas capable vraiment de vérifier l'invariance de jauge de façon exacte dans son modèle. Je continue l'histoire. À 1963, il a écrit un autre article qui s'appelle Plasmons, Gauge Invariance and Mass. Et ça, c'est le premier article où il y a une cross-référence entre les deux histoires. L'histoire des particules élémentaires et l'histoire de supraconductivité. Parce qu'il cite Schwinger. Je vais parler du papier de Schwinger dans un moment. Et dans l'abstract, il dit Schwinger has pointed out that the Young-Mills vector boson, encore une terminologie bizarre, il ne parle que de photons. De Young-Mills, il n'y avait pas dans son papier du tout. Mais en fait, il l'appelle Young-Mills. Mais en fait, c'est le photon qu'il faut voir là. Does not necessarily have zero mass.
Et ça, je vais parler de ces papiers de Swinger. We show that the theory of plasma oscillations is a simple, non-relativistic example exhibiting all of the features of Swinger's idea. Donc, il voyait vraiment le problème comme on le connaît aujourd'hui. À 59, je reviens un peu en arrière, une année après le papier d'Anderson, il y a eu un papier de Nambu, où il fait la même chose, quasi-particles engage in variance in the theory of superconductivity, et il donne référence à Anderson, donc il avait lu le papier d'Anderson. Il fait, de notre point de vue, du point de vue de quelqu'un qui fait la théorie des champs, et il donne une description du modèle beaucoup plus satisfaisante. Parce qu'il vraiment, il résout le problème dans l'approximation Hartree-Fock, et il montre l'existence de solutions massives. Enfin, il fait beaucoup plus ce qu'on appellerait, nous, un travail de théorie des champs. Et bien sûr, et donc une discussion complète et correcte de la variance de jauge. Ce n'est pas adéquat, il regarde bien la variance de jauge. Donc ça, c'est un papier aussi très important, mais il vient après le papier d'Anderson. Et à 61, il y a, je le mets dans cette liste parce que, mais c'est uniquement à cause du titre, Field Theories with Superconductor Solutions, c'était le papier de Goldstone. Malgré le titre superconducteur ici, l'article est en fait un exemple en théorie quantique des champs de ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème de Goldstone. Donc, il montre qu'en théorie des champs, si vous avez une brisure spontanée de symétrie, vous avez une excitation de masse nulle. C'est ça. Donc, ça, c'était la partie que j'appelle supraconductivité. Maintenant, je viens à la physique des particules. Alors, le premier exemple de brisure spontanée de symétrie que les gens regardaient, c'était la symétrie chirale. Aux interactions fortes. Et là, il y a deux papiers fondamentaux. Le premier, qui sont différences de 2-3 jours. Ils sont soumis à publication à 3 jours de différence. Le premier, c'est Gell-Mann et Levy, qui s'appelle The Axial Vector Current in Beta Decay, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle sigma. N'est-ce pas? Donc, il a tout l'aspect brisure spontanée est là, mais en fait n'est pas mentionné explicitement. Ils ont le formalisme, mais ils ne parlent pas de ça. Ils parlent d'autres choses. D'accord? Mais tout le formalisme y est. Et quelques jours après, 3 jours après, il y avait le papier de Nambu, où là, il fait c'est ça l'article qui lui a donné d'ailleurs le prix Nobel, où vraiment il fait, il s'appelle Axial Vector Current Conservation in Weak Interactions, c'est le même essentiellement titre les deux, mais là, il étudie la brisure spontanée de symétrie et il il identifie les pions comme des bosons de Goldstone. Il ne les appelle pas Goldstone, c'était avant Goldstone. Hein. Ça, ce papier-là est avant Goldstone. Les excitations de masse nulle de la brisure spontanée. Donc ça, c'est les deux papiers fondamentaux de cette histoire. Et après, il y avait le papier Nambu et Iona Lasigno, à 61, où ils font ce qu'on appelle aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'en parler aussi plus tard, la brisure dynamique, où vraiment le boson de Goldstone, qu'on appelle aujourd'hui Goldstone, on appelle souvent Nambu-Goldstone bosons, parce qu'en effet, c'est Nambu le premier qui a introduit l'idée, c'est des états liés comme paire de Cooper, d'une certaine façon. Le paire de Cooper, il n'y a pas un boson de Goldstone élémentaire, il n'y a pas mais il y a une paire de 2 électrons, le paire de Cooper. Donc, c'était ça l'idée de Nambu-Iona-Lasigno. Et ça, de nouveau, c'est un papier qui est devenu célèbre parce que c'est la base de toutes les études de brisure dynamique viennent de ces papiers-là. Bon, entre 62 et 70, le sujet a explosé. Il y a des centaines d'articles sur toutes ces choses-là. Et Gabriel et moi, nous avons tous contribué un peu dans cette histoire en
produisant beaucoup d'articles, mais sans un grand... Il n'y a pas grand-chose à se souvenir de ces articles-là. Voilà. Bon. Maintenant, on parle de l'histoire avec la théorie de Young-Mills. Lorsque, à 1954, lorsque Young et Mills ont écrit leur papier, qu'ils étaient en fait le premier à le formuler. Ce n'étaient pas les premiers qui ont écrit une théorie des jauges, mais ils étaient les premiers à la formuler de la façon dont on le fait aujourd'hui, sans gravitation et sans relativité générale. Les autres mettaient toujours la relativité générale dedans. Donc, dès qu'ils ont écrit, les gens ont compris. Ce n'était Pauli le premier, il paraît qu'il a compris qu'il faut des bosons de masse nulle. Et comme il n'y en avait pas à part le photon, les gens disaient que ces théories n'ont aucun intérêt. Mais ils ont commencé quand même, les gens regardaient de droite à gauche comment on peut le faire. Et une des personnes qui a vraiment trouvé un peu, a ouvert le chemin, c'était Schwinger, encore lui, comme beaucoup d'autres chemins. Donc Schwinger était le premier qui avait compris. Il y a un papier à 62 qui s'appelle Gauge Invariance and Mass. Et il a compris quelque chose de très simple. Il dit, voilà, si je prends ce qu'on appelle aujourd'hui le propagateur du photon, c'est la fonction de corrélation de deux champs de photons, n'est-ce pas? Alors, bon, il y a des indices. Et l'invariance de jauge me dit qu'il y a cette structure-là, n'est-ce pas, qui est transverse. Vous voyez, si vous prenez ça, si vous multipliez ça par Q mi quelque part, vous trouvez 0. N'est-ce pas? Parce que Q mi, si vous mettez ça, ça fait Q carré, ça va avec celui-là, ça devient Q nu, et c'est Q nu moins Q nu. D'accord? Donc ça, c'est la forme transverse. Et c'est ça que la variance de jauge vous dit ça. Mais dire que le photon a une masse nulle, c'est cette fonction arbitraire qui est devant. Et la masse, si cette fonction ne s'annule pas à l'origine, la masse n'est pas égale à 0. Donc, en fait, il a compris que le fait d'avoir une masse nulle n'est pas vraiment une conséquence de l'invariance de jauge, c'est une conséquence de la dynamique. Comme cette fonction, en général, on ne la connaît pas, c'est la dynamique qui va décider si la masse est égale à 0 ou non ou pas. Donc voilà, c'était vraiment une idée, parce qu'il était le premier vraiment à comprendre cet aspect. Et le papier d'Anderson que je vous ai montré tout à l'heure se référait à ce papier-là. Il disait, voilà un exemple non relativiste où on a l'invariance de jauge et la masse n'est pas nulle. Mais c'est un exemple non relativiste. Et un peu plus tard, la même année, mais quelques mois plus tard, il a fait un autre papier fondamental qui est ce qu'on appelle, qui s'appelle d'ailleurs le même titre, Gauge Invariance and Mass 2, qui est ce qu'on appelle le modèle de Schwinger, qui est l'électrodynamique quantique, mais dans un espace-temps à deux dimensions, un temps et un espace. Et pour les électrons de masse nulle, c'est un modèle soluble. On peut le résoudre complètement. Et on voit bien, en fait, c'est un modèle soluble, on le résout, et on voit que c'est équivalent à même si vous commencez par des fermions et des bosons, en fait, à la fin, vous obtenez un modèle où il n'y a que des bosons massifs libres, rien d'autre. Et ça, c'est une solution exacte du modèle. D'accord? Donc, bon, vous avez un exemple de tous ces phénomènes. Vous commencez par une variance de jauge, à la fin, il n'y en a pas. Vous avez des particules de masse nulle, à la fin, il n'y en a pas. Le vrai modèle n'a pas de particules de masse nulle. Donc, ça, c'était aussi un papier très... non, je note ici, Schwinger ne donne aucune référence à des articles sur la supraconductivité. Il ne s'intéresse pas. Il a ses idées qu'il développe, mais il ne se réfère pas à la supraconductivité.
En fait, Schwinger avait compris ce problème à 61 au moins. Parce que à 61, il y avait une conférence sur les particules élémentaires à Aix-en-Provence, en bas. Et c'était septembre 61. Et le summary talk, la clôture de la conférence, était donnée par Feynman. Et je copie de la remarque de Feynman. Since gauge invariance is usually believed to imply that the mass of the gauge bosons is zero, the first prediction of these theories, c'était les Young-Mills, n'est-ce pas qu'on parlait? The first prediction of these theories is disregarded, parce qu'il n'y avait pas de... Schwinger pointed out to me, however, that one can use gauge invariance to prove that the mass of the real photon is equal to zero only if one assumes, faites attention au langage, only if one assumes that in the complete dressed photon there is a finite amplitude to find the undressed one. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage moderne? Ça veut dire que l'état du vide, ou si vous voulez, de l'état fondamental, lorsque vous avez une théorie avec une brisure spontanée de symétrie, l'état, les divers états que vous obtenez sont orthogonaux entre eux. Donc, ici, il vous dit qu'il ne faut pas qu'ils soient... Si vous voulez avoir la masse nulle, il ne faut pas que les deux états soient orthogonaux. D'accord, c'est ça. Donc, Schwinger l'avait compris déjà à 61 au moins, d'après ce qu'on voit ici. Bon, Maurice Lévy, à 63, a aussi écrit, et ça je me souviens parce que j'étais étudiant à l'époque à Orsay, et Maurice Lévy nous a fait un cours sur ce problème. Et il voulait écrire une théorie de l'électrodynamique avec un photon massif tout en gardant les variances de jauge. Mais il n'avait pas pensé à mettre, disons, il avait une théorie non locale. En fait, cette théorie, c'est rien d'autre que la théorie qu'on a aujourd'hui, mais dans la limite où la masse de Higgs va c'est le non-linear model du modèle sigma. C'était ça. Bon, mais personne n'avait remarqué ça à l'époque. Donc voilà où on était à 63. Donc le problème, qu'est-ce que c'était? C'était on avait d'un côté le théorème de Goldstone. Nous disait brisure spontanée d'une symétrie masse zéro. D'accord. De notre côté, on avait l'exemple non relativiste d'Anderson, du modèle d'Anderson. Brisure spontanée de symétrie, pas de particules de masse nulle. Comment les deux sont possibles? D'accord. Et donc, il y avait la question, c'est peut-on trouver d'exemples relativistes? Parce que, bon, comme on va voir, les gens ne comprenaient pas très bien le rôle de la relativité là-dessus. Donc, peut-on trouver d'exemples relativistes? Et il y a une série de papiers où Benly était, late Benly était impliqué. Je cite ici deux, mais il y en avait encore 2, 3, 4, où ils essayaient désespérément de trouver des modèles qui étaient inspirés par les travaux d'Anderson, mais dans une théorie de champ relativiste. Et ils tournaient autour sans jamais vraiment trouver la solution, mais ils étaient très près. Et à ce moment-là, et ça, vous voyez, ça nous amène à 64. Ça, c'est le début de 64. Et là-dessus, début de 64, il y a un papier de Gilbert. Gilbert, c'était, à l'époque, il faisait la physique des particules. C'était un élève de Schwinger, très connu d'ailleurs, c'est le vieux théoricien se souvient de la représentation d'Ezer Gilbert Suderson. Donc c'est celui-là, c'est le Gilbert en question. Donc après il a fait la biologie et il a eu le prix Nobel de médecine, de biologie. Donc c'est un personnage très connu. Alors à 64, il a écrit un papier qui a le titre Broken Symmetries and Massless Particles. C'était publié vers mars ou quelque chose comme ça, 64. D'accord.
Alors, qui en fait, c'est un théorème, entre guillemets, d'impossibilité, ce qu'on appelle le no-go theorem. Et il voulait montrer que tous ces gens-là, comme Bentley, qui essayaient de trouver des contre-exemples, des exemples relativistes du modèle d'Anderson, n'arriveraient pas, que c'était impossible. Et c'est même assez simple, je vais vous reproduire l'argument ici. Donc ça devient un tout peu technique, mais ce n'est pas important pour le reste. Donc ceux qui... Alors, ils disent qu'est-ce que c'est qu'une symétrie brisée spontanément? C'est qu'il existe un opérateur A qui est non singulier, donc qui se transforme de façon non triviale par les transformations du groupe, n'est-ce pas, ce que vous avez. Donc Q, c'est le générateur. Et il faut que ça soit, que la valeur moyenne dans le vide de ça ne s'annule pas. Bon, c'est facile à se convaincre que ça, c'est une condition nécessaire et suffisante pour avoir une brisure spontanée de symétrie. Alors, donc, après, il fait donc cette analyse simple. Il dit, bon, je calcule cette quantité qui est la transformée de Fourier de la valeur moyenne dans le vide, du commutateur, du courant qui génère cette charge, qui est un courant conservé, du courant avec l'opérateur A. D'accord? Et j'appelle ça Camus F de K carré. Pour écrire cette expression, j'ai besoin de l'invariance de Lorentz. Parce qu'il me dit que justement, une quantité qui a un indice vectoriel et qui dépend d'un seul vecteur K ne peut être que proportionnel à Camus. D'accord? Si vous n'avez pas l'invariance de Lorentz, ça veut dire si vous avez une direction privilégiée, vous aurez un deuxième terme, n'est-ce pas, selon cette direction. D'accord? Mais pour une théorie invariante de Lorentz, c'est ça. Et après, c'est simple, prenez disons Camus à mu. Camus à mu, c'est demi ici. Comme demi J est égal à 0 parce que le courant est conservé, vous obtenez 0. Donc, vous avez Camus à mu égal à 0, mais f de K carré ne peut pas être égal à 0. Parce que si f de K carré est égal à 0, ça serait égal à 0. D'accord? Donc, si K carré, f de K carré est égal à 0, et f n'est pas égal à 0, la seule solution, c'est f proportionnel à delta de K carré. Si vous avez f proportionnel à delta de K carré, ça veut dire que ça c'est la partie absorptive, comme on dit. Donc il y aura une singularité 1 sur K carré, donc une particule de masse nulle. Donc il disait, ce n'est pas la peine d'essayer, il n'y a pas de contre-exemple. Donc je vous laisse comme homework problem de trouver l'erreur de ce raisonnement. Bien sûr, c'est faux. Alors, à 64, mais quelques mois plus tard, on a la solution du problème. Le premier article, c'est Engler et Braut, Fitzgerald Letters 64, où il y a la solution telle qu'on la connaît aujourd'hui avec des champs scalaires. Ça veut dire qu'ils ont un modèle de choses avec des champs scalaires, ils regardent aussi bien abélien que non abélien. Bon, c'est le modèle comme on le connaît. Ils ont même une discussion sur des brisures dynamiques. Ils font aussi donc tout ce qu'on a pratiquement là. Ils donnent référence à Nambu et al. Pour les brisures spontanées de symétrie, à Schwinger et à Sakurai. Pourquoi Sakurai? Parce qu'en fait, Sakurai avait tous ces gens-là pensaient aux interactions fortes. Ils voulaient briser spontanément SU3 de Gell-Mann, SU3 flavor, pas la couleur, et ils voulaient donner des masses aux bosons vectoriels, le rho, le castar, etc. C'était ça la motivation. Et Sakurai avait une théorie où il y avait justement, ils appelaient field current identity, où le courant était proportionnel au champ de rho, castar, etc. Donc, c'était la raison pour laquelle tous ces gens-là donnent référence à Sakurai. Et à 3 semaines plus tard, il y a le premier article de Higgs. Et le premier article de Higgs,
fait comme contre-exemple à Gilbert. Donc, il donne explicitement référence évidemment au Nambu, etc., mais aussi Klein et Lee pour le papier que j'avais cité tout à l'heure, et à Gilbert. Le contre-exemple, lui, il fait QED avec un boson scalaire, donc le modèle abélien qu'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais dans la jauge de Coulomb. Dans la jauge de Coulomb, vous n'avez pas l'invariance relativiste explicite, vous brisez. Et il montre que dans ce cas, le théorème de Gilbert ne s'applique pas parce qu'il y a justement encore un terme, etc. Mais il dit, et il a raison, on sait que la théorie est invariante de jauge, ça a été démontré par Schwinger, il donne référence à Schwinger. Et par conséquent, le spectre de la théorie ne peut pas, qui est une propriété physique, ne peut pas dépendre de la jauge. Donc, si je ne trouve pas de particules de masse nulle dans la jauge de Coulomb, ben, il n'y en aura pas dans les autres non plus. Mais il ne montre pas où est la faute de Gilbert. Il évite le théorème de Gilbert parce qu'il a une formulation non relativiste, mais il ne dit pas où est la faute de Gilbert. Quelques mois plus tard, il fait un deuxième papier où il fait l'exemple abélien, il discute aussi un peu le non-abélien du modèle SI3. De nouveau, c'est pour Sakurai et les interactions fortes. Donc, tous ces gens-là avaient en tête les interactions fortes. D'accord? Et il le fait exactement, fait plus ou moins la même chose que Braut-Engler. Il donne une référence à Anderson, c'est le premier qui se réfère à la supraconductivité dans cette liste. Et il donne référence aussi à Braut-Engler dans ce deuxième papier. Il avait déjà lu le papier de Braut-Engler. D'accord. Donc, et encore plus tard, ça nous amène maintenant à octobre 64, donc on est vers la fin de 64. Il y a l'article de Guralnik, Hagen et Kibble, où ils font une discussion détaillée du modèle abélien, le fameux comptage 3 égale à 2 plus 1, le degré de liberté, c'est dans ce papier. Ils montrent explicitement l'erreur de Gilbert. Donc, ils analysent Gilbert correctement et ils montrent l'erreur de Gilbert. Ils font un peu une connexion vague avec la supraconductivité, mais ils ne se réfèrent à personne, donc ce n'était pas très fait. Et les références, de nouveau, c'est Goldstone, Gilbert, Braut-Engler qui était déjà publié, donc c'était un peu, et Higgs qui était sous forme de preprint. Donc, ça, c'était l'histoire de. Et évidemment, la fin de l'histoire, c'est à 67. C'est Steve Weinberg qui, tous ces gens-là pensaient aux interactions fortes, et c'est Weinberg qui a compris que, en fait, l'application, la vraie, c'était aux interactions électrofaibles. Et bon, il a appliqué ça. Et c'est le premier qui utilise le même mécanisme pour donner aussi une masse aux fermions. Parce que jusqu'à maintenant, tous les autres, on parlait de donner des masses aux bosons de jauge, on ne parlait pas de fermions. Et Weinberg, c'est celui qui utilise le même mécanisme pour les masses aux fermions. Donc voilà, vous avez l'histoire de cette découverte. Alors, un peu sur la suite, qu'est-ce qui est brisé vraiment? Et il y a eu une longue discussion là-dessus. Bon, dans l'espace continu, on n'a jamais vraiment l'invariance de jauge. Maintenant, de nouveau, je parle aux gens qui ont fait un peu de calcul sur cette. Parce qu'on fixe la jauge, on choisit une jauge. D'accord? Donc, l'invariance de jauge dans l'espace continu n'existe pas. On ne l'a pas. On l'a brisé explicitement. D'accord? Il y a l'invariance globale, mais pas l'invariance de jauge. Les conséquences de la symétrie de jauge s'expriment par l'invariance par une autre symétrie qui est un peu ésotérique, qui s'appelle BRST, Bekir, Westora et Tutin. Elle n'est pas brisée. Elle reste là. Donc les conséquences sont là. Il n'y a pas de. Maintenant, vous pouvez aller sur le réseau, comme j'avais fait tout à l'heure. Quel est l'avantage d'aller sur le réseau? L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de fixer la jauge.
vous pouvez avoir une théorie qui est vraiment une variante de jauge. Vous ne fixez pas la jauge sur le réseau. Vous pouvez le faire si vous voulez. Les gens qui font des calculs numériques le font pour des raisons techniques, pour simplifier le calcul. Mais vous pouvez formuler la théorie parfaitement sans fixer la jauge. Et la raison, c'est un peu technique. C'est que sur les champs que vous utilisez ou les variables que vous utilisez sur le réseau sont ce que j'avais appelé U tout à l'heure, et sont des éléments, prennent des valeurs dans le groupe que vous avez. D'habitude, vous avez des groupes compacts, comme SI2, SI3, etc. Tandis que dans le continu, vous n'avez pas les valeurs du groupe, mais les champs, le potentiel de jauge, si vous voulez, prennent des valeurs dans ce que les mathématiciens appellent l'algèbre de Lie du groupe. Et l'algèbre de Lie du groupe, c'est comme variété, c'est quelque chose de dimension infinie, tandis que les groupes, c'est compact. Alors, il y a un théorème de Lichour, très simple à démontrer, qui donne vraiment la physique de ce qui se passe. Il vous dit que si vous êtes sur un réseau, et si vous avez un groupe compact, comme c'est d'habitude le cas, eh bien, il n'y a pas de paramètres d'ordre local. Ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver quelque chose, une quantité locale qui vous dit, paramètre d'ordre, c'est le paramètre qui vous dit d'un côté vous êtes à une phase et de l'autre côté vous êtes dans une autre phase, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas comme la magnétisation, par exemple, pour le spin, pour le ferromagnétisme. Il n'y a pas de paramètres d'ordre local comme ça. Et si vous voulez trouver, et c'est justement, si vous voulez caractériser, voir si vous avez ou vous n'avez pas la symétrie, il faut trouver des variables non locales. Et les gens qui avaient introduit ces boucles de Wilson et tout ça sont justement inspirés de ça. Donc, en fait, sur le réseau, vous ne brisez pas l'invariance de jauge. Ce que vous brisez, c'est la symétrie globale sous-jacente. Donc, voilà Alors, ça, c'était l'histoire. Et maintenant, je vais terminer parce que le temps passe. Quelles sont les étapes suivantes? Eh bien, on a découvert cet objet, cet animal. Il faut étudier ses propriétés. Et donc, on vous fait confiance de faire ça correctement. Et je dois dire quand même que nous, les théoriciens, nous sommes très impressionnés par le travail extraordinaire fourni. On ne croirait jamais qu'ils arriveraient à le faire. Donc voilà, ils l'ont fait, et on est plein d'admiration. Voilà. Donc, on est donc confiant qu'ils feront la suite. Et la première chose, évidemment, c'est d'étudier les propriétés. Bon, on sait maintenant, on commence à avoir des idées assez claires sur le spin, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est le rapport de branchement. Détaillé de plusieurs, pas seulement un seul, mais pour voir si vraiment les rapports sont prédits par le modèle standard minimum. Donc ça, c'était très important. Et, combien sont-ils? Est-ce que vous allez découvrir encore 2-3 qui sont dans les parages? Très important. Et, il y a toujours la question élémentaire ou composite. Même si je pense que pour maintenant, ça a l'air d'être élémentaire, de plus en plus. Disons, pour arriver à le faire composite, il faut vraiment des modèles très connus. Donc, probablement, c'est élémentaire. Bon, je pose la question rhétorique. A-t-on besoin d'un collisionnaire dédié, plus ou moins? Oui, bien sûr, on en a besoin, etc. Voilà. Alors, je termine avec quelques remarques sur la physique. Vous voyez, vous vous souvenez de l'histoire, il y avait Landau et Ginzburg. Ils avaient un champ phénoménologique là. Et 7 ans plus tard, il y a eu BCS, Bardeen, Cooper et Schrieffer, qui ont donné la physique derrière ce champ, qu'il y avait vraiment le père de Cooper. Donc,
est-ce qu'on est encore dans le même... Ça veut dire on a un champ. Est-ce qu'on connaît vraiment la physique sous-jacente avec ce champ? Ou c'est tout simplement une paramétrisation de notre ignorance sur la physique? Alors, bon, question facile à poser, pas facile à répondre, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous dire mes idées là-dessus. Les théories de jauge contiennent deux mondes, n'est-ce pas? Ils ont deux composantes, pour ainsi dire, qui semblent être indépendants. Il y a le boson de jauge, d'un côté. Ces objets-là sont ce que j'appelle les objets géométriques. Et j'ai essayé de vous montrer même la base de ça. Mais en fait, vous pouvez même le voir simplement. Si je vous donne un groupe, il n'y a qu'un seul système de bosons de jauge qui sont compatibles. N'est-ce pas? Et leur interaction, leur nombre, leurs propriétaires, leurs interactions, tout est défini par le groupe. Vous n'avez aucun arbitraire. Vous ne pouvez pas jouer sur ça. De notre côté, il y a les fermions, qui sont les composantes de la matière. On ne connaît pas grand-chose. Par exemple, un des grands problèmes fondamentaux du modèle standard, c'est que la nature a l'air de se répliquer 3 fois. Pourquoi 3 et pas 17? Pas une seule d'ailleurs, ce serait plus simple. Donc pourquoi on a toutes ces familles qu'on appelle, et pourquoi c'est les représentations qu'on voit et pas d'autres, etc. Le plus simple, le plus bas, pourquoi on a ça et pas autre chose. Donc, les fermions, il y a énormément d'arbitraires dans leur nombre et leurs propriétés, mais au moins si vous me donnez leur nombre et leur représentation, leurs interactions avec le boson de jauge sont fixées par la géométrie, vous n'avez pas d'arbitraire là-dessus. D'accord. Donc ça, c'est aussi important. Alors, la question c'est, y a-t-il un troisième monde? Est-ce qu'il y a quelque chose d'en plus de ces deux? Ces deux, bon, je ne dis pas on les comprend, mais on les accepte. Bon, on est fait de matière, donc il faut qu'il y ait des particules de matière, il y a des interactions, il faut qu'il y ait des... Mais est-ce qu'on a besoin d'un troisième monde qui est le monde de Higgs? Pour l'instant, dans le modèle standard, ça c'est un autre monde indépendant, qui n'est ni matière ni radiation. C'est autre chose. Alors, y a-t-il un troisième qui est le monde de Higgs? Et il y a un problème technique qui est que les masses des scalaires ne sont pas protégées par une symétrie. Donc, pourquoi il a une masse de 125 et pas 10 puissance, je ne sais pas combien, etc. Donc, voilà, il y a Donc, l'arbitraire, si vous voulez, augmente. Vous commencez par le boson de jauge, qui tout est fixé par la géométrie. Vous arrivez au fermion où il y a déjà pas mal d'arbitraires, et vous arrivez ici s'il y a le troisième où tout est arbitraire. Alors, réponse possible. Bon, une, c'était ce qu'on appelait la brisure dynamique, qui n'était pas de scalaire élémentaire, donc il ne semble pas être le cas expérimentalement. Donc, bon, peu probable. Ça, c'est le... Ben, il y a une autre solution possible, c'est de lier, de rendre les scalaires aussi, de le faire partir d'un ensemble plus grand. Donc, de trouver une raison d'être à la présence de ces scalaires. La supersymétrie, c'est l'exemple, enfin, on dit un exemple, mais en fait c'est l'exemple unique, parce qu'il n'y a pas d'autre, qui fait ce genre de travail. Les scalaires sont naturels, donc on aime bien ça, mais où et comment elle est brisée, on n'en sait rien. Et elle ne semble pas être brisée très vite comme on voudrait. Si, bon, on a toujours confiance à vous, peut-être que vous la trouverez à la prochaine étape. D'accord. Donc voilà. Et il y a une autre possibilité qui est séduisante, mais de nouveau, on ne sait pas très bien comment la faire. C'est
est-ce que les scalaires sont aussi des objets géométriques? Et si vous réfléchissez un peu, c'est séduisant parce que on dit le comptage 3 égale 2 plus 1. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le boson de jauge qui devient massif absorbe un scalaire. Ça, c'est le comptage. Donc, en fait, les scalaires doivent aussi entrer comme composant du boson de jauge, donc comme géométrie. Donc, est-ce possible d'avoir quelque chose de réaliser ça de façon mathématique? Et il y a des modèles qui font ça. Pensez, les transformations de jauge, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, historiquement, le premier, c'est la relativité générale. C'est le difféomorphisme. D'accord? C'est donc les translations locales. Et ça vous donne la relativité générale. Et après, les gens ont inventé les transformations de jauge de symétrie interne. Mais, vous voyez, tout ça, c'est des transformations de jauge dans le sens que les paramètres dépendent du point X. Mais vous voyez, les symétries internes, c'est comme si vous aviez un autre espace interne. C'est des transformations qui agissent, par exemple, isospin, si vous prenez ça, agissent dans l'espace, n'est-ce pas, d'isospin, où il y a le proton et le neutron, sont les deux isospinaires, n'est-ce pas? Mais, vous voyez, les transformations de symétrie interne sont locales, mais dépendent du point de l'espace-temps X, pas du point de l'espace interne. Donc, l'espace interne est fixe et n'est pas un objet dynamique, ne participe pas à la dynamique. Et ça, c'est une espèce de dissymétrie entre les deux. On dit que l'espace est une variété compliquée, blabla, mais en fait, on fait une distinction nette entre l'espace-temps et le reste. Alors, est-ce possible de mettre tout ensemble? Kaluza-Klein, c'est une solution. Kaluza, c'était un gars, il était fou, le gars, mais c'était un fou génial. Vraiment. Donc, lui, il avait compris le premier. En fait, c'était même pas, il paraît que Nordström l'avait fait avant. Mais bon, ça, je vais vous raconter cette histoire une autre fois, parce que c'est aussi une histoire passionnante, comment ça se fait. Alors, donc, mais je peux poser la question d'une autre façon mathématique, plus générale. J'ai tous ces ensembles de transformations. Est-ce que je peux trouver un espace dans lequel toutes ces transformations agissent comme des difféomorphismes? Et la réponse est non, est oui, je peux. Mais c'est un espace un peu bizarre, c'est un espace de géométrie non commutative. Les différentes composantes ne commutent pas de cet espace. Donc c'est aussi une possibilité séduisante. Malheureusement, personne n'a réussi, même s'il y a pas mal de travaux là-dessus, de faire un vrai modèle absolument convaincant, ou tous les physiques. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Alors, conclusion, il n'y a pas de conclusion, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour conclure, parce que les vraies découvertes ne marquent pas une fin, mais un début. Merci.